Alors, quand on parle de brevet, on imagine tout de suite une sorte de forteresse imprenable autour d'une idée. Mais et si la meilleure stratégie n'était pas de construire des murs, mais plutôt d'ouvrir grand les portes? C'est ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. La question a l'air toute simple, pas vrai? Et pourtant, la première réponse qui nous vient en tête est presque toujours la même. Exactement. L'idée, ce serait de se créer un monopole légal, de barrer la route aux concurrents et de s'assurer tous les profits. C'est la vision très très classique, mais on va voir qu'elle est de plus en plus remise en question. Cette image de la forteresse, elle est tellement ancrée dans les esprits qu'elle est devenue une sorte de mythe. Un mythe qu'on va essayer de déconstruire un peu, en regardant de plus près les stratégies des grandes entreprises. Et attention, cette vision, elle a super bien marché. Pour des géants comme Polaroid ou Amazon, avec son fameux achat en un clic, ou encore Michelin, le brevet a vraiment été l'arme absolue pour s'assurer un avantage concurrentiel décisif. C'est la stratégie du monopole, pure et simple. Mais voilà que la théorie vient semer le trouble. Dès 1995, des chercheurs comme Boiseau et Mach avancent une idée complètement contre-intuitive. Parfois, pour gagner, il faut laisser les autres utiliser notre technologie. L'avantage, dans ce cas, ne vient plus de la barrière légale du brevet, mais du savoir-faire unique, celui qui n'est écrit nulle part. Du coup, on passe d'un choix assez simple entre brevet ou secret à un dilemme beaucoup plus profond, beaucoup plus stratégique. La vraie question n'est plus seulement de protéger, mais de choisir entre la protection et la diffusion. Là, on voit bien les deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, la protection, on vise l'exclusivité, on veut la plus grosse part du gâteau, et le gâteau a une taille fixe. De l'autre, la diffusion. Là, on cherche à faire grandir le gâteau pour tout le monde en imposant sa technologie comme un standard, en misant tout sur les effets de réseau. Et le carburant de cette stratégie de diffusion, c'est ce qu'on appelle les rendements croissants d'adoption ou RCA. C'est simple, plus une technologie est utilisée, plus elle a de la valeur pour tout le monde. L'exemple parfait, c'est le clavier QWERTY. Ce n'était pas le plus efficace au départ, mais tout le monde l'a adopté et il est devenu un standard incontournable. D'accord. Mais alors comment on navigue entre ces deux options, la protection et la diffusion? Il nous faudrait un modèle, une sorte de boussole pour nous aider à prendre la bonne décision stratégique. Le premier axe de notre boussole, c'est justement la force de ces RCA. La question qu'il faut se poser est: est-ce que ma technologie devient beaucoup plus intéressante si tout le monde l'adopte? Pour un réseau social, la réponse est un grand oui. Pour un procédé chimique hyper spécifique, c'est probablement non. Le deuxième axe, c'est l'avantage concurrentiel réel, celui qui va au-delà du simple brevet. On parle ici du savoir-faire unique de l'équipe, des processus secrets, bref, de tout ce qui est hyper difficile à copier, même si le principe de base de l'invention est public. Et voilà notre boussole. Quand on croise ces deux dimensions, on voit apparaître 4 grandes stratégies. Si les RCA et l'avantage concurrentiel sont faibles, on prend un brevet classique. Si l'avantage est fort, mais les RCA faibles, on garde le secret. Mais regardez, si les RCA sont élevés, tout change. On va chercher à coopérer si l'avantage est faible et on va carrément diffuser gratuitement si notre avantage est fort. Ces 4 cases, ce ne sont pas juste des concepts dans un tableau. Non, elles correspondent à des stratégies de brevet bien réelles, très nuancées, que les entreprises déploient tous les jours. Allons voir ça de plus près. Le premier jeu, c'est le plus connu bien sûr, la protection. On est dans le cas typique des RCA faibles, on se sert du brevet comme d'une arme pour créer un monopole et en tirer un maximum de revenus. L'exemple d'Amazon est parfait pour ça. L'entreprise n'avait aucun intérêt à ce que tout le monde utilise sa technologie one-click. Donc elle a breveté et elle a attaqué en justice pour garder son exclusivité et mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents. Le deuxième jeu, il est plus subtil, c'est le complément. On est dans la case secret de la matrice. L'idée, c'est d'utiliser le secret et le brevet en même temps. Le secret protège le cœur du réacteur, le vrai savoir-faire, et le brevet vient poser un cadenas sur tout ce qui devient visible une fois que le produit est sorti. C'est exactement la stratégie de Transmeta. L'entreprise a développé sa puce Crozo dans le secret absolu pendant 5 ans. Et pile au moment de la présenter au monde, bam, elle a déposé toute une série de brevets pour verrouiller son architecture. C'est une double protection hyper efficace. On passe au jeu de la réserve. Là, on entre dans la zone des RCA élevés. La stratégie est audacieuse. C'est un vrai pari sur l'avenir. On laisse tout le monde utiliser sa technologie brevetée, gratuitement, pour qu'elle devienne un standard. Et une fois que tout le monde en est dépendant, on sort le brevet du tiroir et on commence à demander des royalties. L'histoire du format GIF est l'exemple parfait. Unisys avait un brevet clé. Ils ont attendu, patiemment, que le GIF devienne un pilier du web. Et puis, bien des années plus tard, ils ont commencé à réclamer leur dû. Une stratégie à très très long terme. Et enfin, le quatrième jeu, l'échange. Ici, le brevet change complètement de nature. Ce n'est plus une arme, c'est une monnaie. Il sert à négocier, à créer des partenariats, à avoir accès aux technologies des autres.
c'est la stratégie de la coopération par excellence. Dans l'industrie des semi-conducteurs, c'est une pratique ultra courante. Des géants comme Intel ou IBM ne passent pas leur temps à s'attaquer en justice. Au contraire, ils signent des accords de licence croisée, ils mettent leur portefeuille de brevets en commun pour aller plus vite et définir des standards ensemble. Et s'il y a une entreprise qui a vraiment tout compris, qui s'est jouée sur tous les tableaux, c'est bien Intel. Son cas d'école montre de manière brillante comment on peut combiner ces 4 stratégies pour asseoir sa domination sur un marché. Regardez un peu ça. Intel protège ses puces Pentium avec des brevets classiques. En même temps, elle complète cette protection avec des secrets de fabrication jalousement gardés. Puis, elle échange des technologies via des licences croisées. Et pour finir, elle diffuse des standards ouverts comme le port AGP pour faire grandir tout l'écosystème du PC et donc mécaniquement la demande pour ses propres processeurs. C'est une maîtrise totale de la matrice stratégique, c'est brillant. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie de brevet n'est plus une simple décision juridique. C'est un choix stratégique majeur. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, surtout aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, est-ce que la plus grande valeur se trouve dans ce qu'on verrouille à double tour ou bien dans ce qu'on décide de libérer ?